Quel plaisir de vous retrouver sur les ondes de Watt FM, votre radio 100% urbaine, également sur votre télé interactive True TV. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission, le tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est un rendez-vous où sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation. Confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement préalable. Et vous le savez, c'est tout un plaisir que de vous retrouver. Je suis Lukman Sanfo et ce matin, nous partageons cette pensée du communiste Joseph Staline qui dit ceci: la mort d'un homme est une tragédie, mais la mort des millions d'hommes est une statistique. Bonne méditation en cette journée du 23 décembre 2020. Et bienvenue au tribunal de l'actualité. Deux juges au siège accompagnent justement le jugement de l'actualité, Geoffroy Vaha et Ben Abougma. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président Sanfo, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Bougouma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux pour cette disponibilité à apporter votre regard sur l'actualité. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission du tribunal de l'actualité. Eh bien, puisque notre matière est l'actualité, et vous le savez également que l'INSD a partagé les résultats provisoires du dernier recensement général de la population et de l'habitat du Burkina Faso, eh bien, depuis 2019, nous sommes un peu plus de 20 millions d'habitants, selon donc ce RGPH, une population essentiellement jeune et majoritairement rurale. Alors, que représentent ces données en termes de politique du développement? C'est ce que nous voulons savoir. Et pour nous le dire, nous avons saisi la direction générale de l'économie de la planification, représentée ce matin par le directeur des politiques de population en la personne de M. Gustave Bambara. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Merci de répondre à notre convocation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Voilà, merci d'être là pour nous éclairer sur donc, les résultats de ce RGPH. Mesdames, Messieurs, vous connaissez le principe de l'émission. Les avant-propos pour commencer. Merci de nous rejoindre donc pour cette émission du jour. Alors, première partie de l'émission, les avant-propos avec les juges au siège. Qui voudrait bien prendre la parole en premier? J'y vais. Et je vais moi m'intéresser à ce qui se passe en Centrafrique. À peine les questions de consultations électorales qui sont normales dans la vie d'une nation annoncées. Et puis quelques figures écartées. Voici revenus les vieux démons. Et on parle de plusieurs mains. La Russie qui tente avec les forces régulières de donner une réponse. Et on a des forces qui sont en présence sur le territoire, armées, mais qui donnent une résistance qui avait été sous-évaluée. Et aujourd'hui, on est dans une situation où il est même dans certaines sphères internationales proposé qu'il y ait une dynamique d'apaisement et qu'on revoie même la question des élections, parce que il faut pour certains essayer d'arrondir les angles et discuter un peu et voir comment est-ce qu'on peut trouver un juste milieu quand on sait ce par quoi ce pays est passé il n'y a pas si longtemps. Ça veut dire que souvent sous nos cieux, sur notre continent, c'est que on a souvent des processus qui sont trouvés pour pacifier, pour revenir à la normale, mais qui restent toujours fragiles et qui ne dépendent que de l'implication des forces en présence au niveau interne. Et ça il va avec les partis politiques, mais ceux qui se pensent souvent les tout-puissants et qui doivent aussi à un moment donné garder à cœur le plus important, c'est le devenir de la patrie. Aujourd'hui, on a un Bozizé qui est peut-être qui s'est exclu, il y a Touadéra qui veut peut-être continuer un certain nombre d'éléments, comme on appelle ça, continuer sa mainmise et puis continuer de gérer les choses, mais à la vérité, il y a un pays pour lequel il faut une stabilité et pour lequel il faut éviter de revenir dans les meurtricides d'avant, de revenir dans les difficultés du passé. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça le plus important. Mais le problème souvent de nos anciens chefs d'État ou de ceux qui veulent le pouvoir ou qui l'ont perdu à un moment donné, c'est de vouloir le récupérer coûte que coûte. Et pour ceux qui sont assis, c'est de pouvoir le garder coûte que coûte. Et dans le coûte que coûte, il coûte beaucoup plus, on va dire comme ça, aux citoyens. Et c'est ce qu'on est en train de regarder, le cœur meurtri un peu en Centrafrique. Et puis, pour terminer, c'est espérer qu'on sortira par le bon bout. Maintenant, comment on a l'impression qu'on est dans une situation de confusion totale. D'accord. Merci bien de nous partager ce regard sur cette actualité. Ça va être au tour maintenant de Ben Abougma.
Merci, Président. Je m'inscris dans la ligne des présidentielles. Cette fois-ci, c'est au Niger. C'est le dimanche prochain, le 27, parce que la campagne bat son plein. Mais il y a un fait qui a marqué cette campagne. Ce sont les différents recours contre Bazoum, dont certains Nigériens contestent la nationalité. Et parmi les contestataires, il y a même des candidats qui ont déposé des recours, qui ont également été rejetés par la Cour constitutionnelle. 7 reviennent encore à la charge, mais c'est cette même Cour maintenant qui menace effectivement de traduire en justice ceux qui défoncent une porte déjà ouverte, parce que la question était déjà réglée. Et les mêmes continuent, donc suscitant de l'incompréhension. Et donc c'est également comme si ceux qui le font, c'est pour barrer la route à un adversaire ou du moins à un challenger sérieux, parce que quoi qu'il en soit, Bazoum fait partie des favoris de cette élection pour succéder à Issoufou, dont il est l'un des piliers, ministre de l'Intérieur, ensuite ministre des Affaires étrangères. C'est vraiment l'un des piliers du régime de Mahamat de Issoufou, et donc qui vient comme le dauphin naturel de Issoufou, donc qui a beaucoup de chances par rapport aux autres candidats, et donc ça sonne comme ça aussi. Donc à force également parfois de trop tirer sur la corde, on finit par perdre, et donc parce que l'opinion va finalement conclure que c'est parce que vous savez que vous allez perdre que vous insistez, parce que la question était déjà vidée et c'est insusceptible de tout recours. Donc que d'autres personnes reviennent encore avec les mêmes motifs contre la même personne devant la même juridiction, naturellement il y a problème. Donc ça va sonner comme un acharnement, et ce sont parfois ces erreurs de stratégie ou d'appréciation qui font que ça se retourne cache contre l'opposition, parce qu'après il y a un message retour qui n'est pas forcément en votre faveur, parce que vous avez tellement exagéré que finalement on dit à la fin qu'est-ce que vous voulez? Des Nigériens qui veulent aller sereinement aux élections, des recours qui ne finissent pas contre la même personne, mais qui produisent les mêmes effets. À la fin, vous n'avez pas le temps pour autre chose, ou qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai dit ça peut sonner également comme un effet revers. Mais en même temps, c'est la conséquence d'une telle situation par rapport à la suite. À supposer que les résultats tombent, Bazoum est élu, est-ce que ça va s'arrêter, ou comment est-ce que ça va maintenant se faire? Parce que dès lors qu'on conteste votre nationalité, on vous colle une étiquette, vous n'êtes pas encore élu, et il y a déjà des recours contre cela, et si vous êtes élu, ça va être comme Kabila de l'autre côté de la RDC, qui a pratiquement un nom qui est étiqueté comme ça et qui se balade comme qu'on appelle l'étranger. J'ai oublié le nom à Lingala d'ailleurs, mais c'est son surnom, et il a traîné ce surnom jusqu'à aujourd'hui. Donc au Niger, ça va s'arrêter, ça ne va pas s'arrêter. Après les élections, quelle autre carte ceux qui contestent la nationalité, quelle autre carte est-ce qu'ils vont jouer? C'est effectivement la grande inconnue. Mais je pense que si les Africains ont eu le courage d'applaudir Obama et d'applaudir que Biden nomme des Afro-Américains d'origine africaine, c'est pas des gens, parce que l'autre on dit d'origine nigériane, c'est clairement dit, c'est pas dit que c'est le petit-fils descendant d'esclaves, ou on doute c'est le Burkina, c'est le... Non, là au moins c'est clair, et c'est nous les jeunes Africains qui applaudissons, des Nigériens applaudissent, et quand c'est à leur tour, c'est un étranger. Est-ce qu'il ne faut pas également changer de regard et être conséquent vis-à-vis de soi-même? C'est tout. D'accord. Merci à tous les deux pour cet effort donc qui nous permet de pouvoir nous rattraper souvent en termes de suivi de l'actualité nationale et internationale. Merci à tous les deux. Alors sans plus tarder, on va parler donc des résultats provisoires du dernier recensement général de la population et de l'habitat au niveau du Burkina Faso, avec le regard donc du directeur des politiques de population qui est donc cette instance issue de la Direction générale de l'économie et de la planification qui a ce regard justement sur ce type de données-là. Il va nous dire certainement ce qui se cache derrière ces chiffres. Monsieur Mambala, encore une fois, bienvenue. On va aussi dire merci à monsieur le directeur général de la DGF de permettre justement cette émission aussitôt, parce que effectivement les populations veulent savoir plus de 20 millions d'habitants, qu'est-ce que cela représente en termes donc de politique de développement. Et tout à l'heure j'ai cité, on va parler de généralité d'abord, Staline qui parlait de la mort d'1 million de personnes qui n'est que de la statistique. Et effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on entend souvent sur certains aspects, on dit c'est de la statistique. Qu'est-ce que ça représente pour vous quand on dit ce type de discours-là? C'est-à-dire que les statistiques, ce n'est pas une photographie sincère à prendre au sérieux, ce n'est pas des indicateurs qui peuvent véritablement être, en tout cas, la photographie de quelque chose d'assez sérieux.
Ok, merci Monsieur le Président. Je pense que mes premiers mots, c'est le remerciement d'offrir ce plateau à la Direction générale de l'économie et de la planification pour échanger sur les résultats provisoires du recensement général de la population et de l'habitation. Pour venir à les questions de mortalité sont des questions statistiques et démographiques, mais derrière ces statistiques-là se cachent beaucoup de choses. Ça se cache vraiment au regard du système de santé qui est mis en place dans le pays. Et si vous avez une population où les enfants de moins d'1 an meurent avec un taux de 81%, ça interpelle les politiques en matière sanitaire. Et également, vous savez que l'espérance de vie dans nos pays, comme le Burkina Faso, nous sommes à 60 ans d'espérance de vie. Donc, c'est-à-dire que quand un Burkinabé naît aujourd'hui, avec le système de santé et les conditions économiques qu'il a, il a 60 ans pour vivre. Donc, ça interpelle également, en tout cas, le système de santé et les politiques de santé dans les pays. Donc, il y a des statistiques, mais il y a une réalité sociologique ou politique qui cache et toutes ces statistiques-là. D'accord. C'est vrai aussi qu'on parle de recensement général de la population, mais à travers les données qui ont été partagées, bien que ce soit provisoire, on apprend qu'il y a des localités qui n'ont pas pu être couvertes par ce recensement-là. Est-ce que, en termes donc de prise en compte de ces données, est-ce que c'est suffisamment fiable parce qu'il y a des données quand même qui n'ont pas été enregistrées? Les résultats qu'on a présentés, comme vous l'avez si bien dit, c'est un résultat provisoire. Donc, il y a des mécanismes de listage et des données, finalement, qui vont nous donner la population, la cartographie, la photographie réelle du Burkina Faso en 2019. En tenant compte on a aujourd'hui des techniques qui permettent quand même les régions où les gens n'ont pas pu se déplacer, c'est qu'on peut faire une cartographie censitaire, etc. pour voir, on connaît quand même la taille moyenne de personnes par ménage, qui est autour de 5,2. Donc si on fait une cartographie des ménages, on pourrait, par des mécanismes d'interpolation ou de lissage des données avec les macro-contrôles, de pouvoir estimer exactement la photographie du Burkina Faso en 2019. C'est des résultats provisoires, mais avec les techniques là, on pourra vraiment estimer la population du Burkina Faso très exactement dans les jours à venir. Il y a des gens qui réagissent au budget qui a été alloué pour faire ce recensement. On parle c'est un budget de peu plus de 20 milliards, presque 20 milliards de francs CFA donc, pour faire ce recensement. Ceux qui d'aucuns estiment que c'est un investissement inutile parce que on le sait, on a quand même une tendance, presque un indicateur qui donne en tout cas l'évolution de la population. On n'avait pas véritablement besoin de dépenser toute cette somme d'argent pour connaître ces résultats-là. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui vous parle? Oui, quand on voit le montant autour de 18,7 milliards qu'on a mobilisé pour faire le recensement général, on pourrait penser que, en tout cas, c'est une somme astronomique pour faire les opérations de recensement. Mais comme vous le savez, les statistiques, les données sont incontournables pour la planification du développement. Si aujourd'hui vous ne connaissez pas l'effectif de votre population, même on a fait des projections démographiques depuis 2019 et les résultats du recensement ne s'écartent pas beaucoup. Et quand vous regardez aussi les institutions internationales ont fait ces projections, quand vous regardez les projections de la Banque mondiale et de Population Reference Bureau, on est autour de 20 millions dans les tendances. Donc l'écart n'est pas trop. Mais il est important qu'au niveau de Burkina, nous ayons la photographie de notre population à un moment donné pour pouvoir asseoir des politiques publiques basées sur les faits. Généralement, les gens disent que dans ma région, il n'y a pas de projets, il n'y a pas de programmes. Mais c'est ces statistiques qui orientent l'élaboration des projets, qui orientent les partenaires qui viennent dans le pays pour investir, etc. Donc les données, même si ça coûte très cher, il est important de produire des données. Sans ça, on ne peut pas faire une politique publique basée sur les faits, sur les statistiques. Donc je pense que c'est un investissement nécessaire. C'est un investissement très nécessaire et je pense que avec ces chiffres, vous allez voir qu'on va asseoir des politiques différenciées selon qu'on a eu des statistiques sur les personnes handicapées, sur les femmes, sur les enfants de moins de 5 ans ou sur des régions spécifiques. Quand vous regardez les résultats provisoires, la région du centre vient comme la région la plus peuplée au niveau de Burkina. Et quand on regarde le taux de croissance de la région, ça va plus de 2 fois plus que le taux de croissance démographique réel du pays et qui est alimenté beaucoup plus par la migration, par l'exode rural. Donc en amont,
la municipalité et tout, ils doivent mettre en place des politiques de logement, des politiques de transport, on aura le temps d'interpréter ces résultats-là. Oui, merci beaucoup. Et ma dernière question de généralité avant de passer la parole au juge au siège. On sait qu'en juillet dernier, vous avez aussi publié les résultats d'une étude, parce qu'à côté donc de ce recensement général, vous faites aussi des études, des enquêtes périodiques et sectorielles. Et vous avez dit que il ressort que les Burkinabés consacrent 18 heures par jour au loisir, et d'autres même disent au plaisir. Et cela avait créé en tout cas une certaine polémique qui n'avait pas eu l'occasion d'être clarifiée. C'est l'occasion aussi de nous dire ce matin de quoi s'agit-il exactement. Oui, il s'agit exactement de voir comment les hommes et les femmes burkinabés allouent les 24 heures aux différentes activités quotidiennes. Donc, quand on a dit 18 heures, c'est vraiment 18 heures pour les activités biologiques et de loisirs. Et quand on parle d'activités biologiques et de loisirs, on parle du sommeil, du regarder la télé, manger, c'est toute activité que vous ne pouvez pas demander à une tierce personne de faire pour vous. Donc, je ne peux pas demander à quelqu'un de dormir à ma place. Je ne peux pas demander à quelqu'un de manger à ma place. Donc, c'est autant d'activités biologiques. Et ça, c'est beaucoup influencé par la structure démographique, c'est là par la structure de la population. Quand on a une population où on a beaucoup d'enfants, le rôle des enfants, c'est de mourir et c'est de dormir. Donc, un enfant de 0 ans, dès qu'il tète, il finit, il dort. Donc, et quand vous avez une population où on a 45,3% des enfants de moins de 15 ans, et on a entre 3 ou 4 millions des enfants de 0 à 4 ans. Donc tous ces enfants-là, ils ne font que dormir et manger, soit regarder la télé et jouer. Et quand on parle maintenant, les populations de 15 ans et plus, les données deviennent de plus en plus intéressantes. Ça, c'est une population théoriquement qui peut travailler. Donc sur cette population, vous allez voir que les statistiques vont évoluer. Au lieu de 18 heures, on sera autour de 15 heures et qui sont dans les fourchettes. Et quand vous voyez Kalmas qui divise le temps en 3, 18 heures pour les activités de loisirs et 8 heures plutôt pour les activités de loisirs, 8 heures pour les activités biologiques et 8 heures pour travailler. Donc autour de 16 heures. Donc au Burkina, nous sommes presque dans la fourchette. Mais la structure de la démographie pèse beaucoup sur ces statistiques-là. Nous aurons l'occasion de disséquer tous ces chiffres-là si le temps nous permet. D'accord. Alors, je passe la parole à Geoffroy Vaha. Justement, concernant le dernier rapport sur pourquoi on vous a invité, je pense que le définitif c'est prévu pour mai 2021. C'est bien ça? Oui. Bon, nous les profanes, on s'est dit, bon, on nous donne des chiffres et puis on dit définitif encore mai 2021. Qu'est-ce qui reste encore à donner en mai 2021? Non, comme je vous le dis, c'est que après le recensement général, on a un recensement post-censitaire. C'est-à-dire qu'après le recensement, il y a des données qu'il faut lister. C'est que c'est des données brutes qu'il faut vraiment travailler à tamiser en tenant compte des informations qui reviennent à l'INSD. Comme vous l'avez dit, à Ouagadougou par exemple, il y a des ménages que les gens n'ont pas pu enquêter. Les gens n'ont pas pu enquêter, donc il faut revoir dans les zones de dénombrement, revoir les ménages qui n'ont pas pu être enquêtés et faire comme on connaît la taille moyenne, c'est que des ménages dans la ville de Ouagadougou, etc. Donc on a un travail de toilettage, un travail de nettoyage avec des macro-contrôles pour pouvoir lister les données et pouvoir sortir des résultats vraiment. Mais on a besoin de ces résultats préliminaires là. Vous savez que actuellement on est dans le processus d'élaboration du prochain référentiel national de développement. Donc c'est des statistiques importantes qui vont nous permettre de faire la planification. Donc c'est pour cela il est important à un moment donné qu'on puisse mettre à la disposition des planificateurs et de la population les usagers des statistiques pour pouvoir se baser sur ces éléments. Mais on ne dit pas que c'est des données, dès que c'est publié au niveau national, c'est des données que vous pouvez utiliser. C'est des données que vous pouvez utiliser. Mais avec les résultats que nous allons voir en 2021, vous allez voir que bon, ça ne va pas trop bouleverser tout ce qu'on a donné comme statistique. Et comme en statistique, on le dit, mieux vaut avoir des données qui ne sont pas définitives que de ne pas avoir des données du tout pour la planification. Et puis, pour le commun des mortels, quand on dit recensement, on vient donner des chiffres, c'est qu'on vient compter des gens comme on compte du bétail. Voilà, il y a combien de personnes ici. Le recensement, c'est comment ça se passe de façon concrète pour que ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent comprennent un peu. Donc, le recensement, je pense que M. Baha a été recensé. C'est-à-dire que le recensement, c'est le dénombrement de toute la population.
Donc on a des agents recenseurs qui passent dans les concessions. Et le pays est subdivisé en zones de dénombrement. D'accord. En zone de dénombrement, et des agents recenseurs sont affectés dans des zones de dénombrement bien précis. Donc on peut dire que tel agent recenseur, vous êtes dans le zone de dénombrement 21 ou 24, donc vous partez tous les ménages qui ont été identifiés dans ces ménages-là, vous passez avec le chef de ménage ou la dame de ménage qui vient, qui donne l'ensemble des habitants qui sont dans votre ménage. Et les caractéristiques socio-démographiques, c'est-à-dire que le sexe, l'âge, etc., qui sont des variables qu'on saisit, et beaucoup plus d'autres informations si on demande, il y a quelqu'un qui a migré dans votre famille au cours du 12 derniers mois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quitté dans le ménage? Si oui, s'il y a des étrangers qui sont là, ils sont là pour 2 jours, ou bien ils sont là pour 6 mois, ou bien ils sont là pour 2 ans, c'est que ça permet d'avoir la population résidente réelle au niveau de Burkina Faso. Donc c'est un dénombrement de la population. Donc on compte la population, 1, 2, comme vous l'avez dit, et on a une photographie réelle de la population à un moment donné. D'accord. Bernard Boukma. Effectivement, j'étais curieux de savoir comment est-ce que ça a été fait, mais comme il dit qu'il y a des foyers où ils vont repasser. Sinon, chez vous, ils ne sont pas passés. Je n'ai pas été recensé. Non, j'arrive, peut-être par estimation, mais des concessions juste avant, j'ai vu les écritures, parce que quand il passe et que vous n'êtes même pas à la maison, il y a quand même un signe. Mais il y a toute une zone vers chez nous, je dis bien, après on pourra vous indiquer la zone où personne, un agent recenseur n'est pas passé. J'ai pris le soin également de me renseigner avec les voisins. Ça n'a pas été fait. Donc quand j'ai vu les chiffres, ma question que j'attendais de poser sur le plateau, c'est comment est-ce que vous avez fait? Parce que même à Ouagadougou, des concessions n'ont pas été recensées. Non, c'est comme on l'a dit, à Ouagadougou, c'est une zone spécifique où on a beaucoup de gens qui travaillent, qui quittent le ménage le matin et qui ne reviennent le soir. Les agents recenseurs, et vous savez que le recensement se fait dans un temps très court et sur toute l'étendue du territoire. Donc 1 mois, du 15 novembre au 15 décembre, qu'on a fait le recensement. Donc dans la zone, en principe, on vient inscrire sur votre porte. D'abord que l'agent recenseur va passer, et s'il y a une femme ou une fille de ménage, on prend le contact en général pour rappeler la personne ou l'agent recenseur. On a de préférence de passer le week-end, où on sait qu'au Burkina, plus ou moins les gens restent le week-end à la maison, mais le temps qui ne permet pas, parce qu'il faut faire le recensement dans un temps bien limité, dans le temps pour pouvoir capter l'information à un temps bien précis, pour éviter tous les mouvements de population. On vient recenser et dès qu'on revient, on ne trouve pas le ménage. Et je pense que, comme je vous le dis, il y a des mécanismes qui permettent, en tout cas, de prendre en compte les ménages où on est revenu dans les ménages. À Ouagadougou, je sais qu'on est revenu dans les ménages pour prendre les ménages qui ne sont pas recensés pour pouvoir prendre les informations. Mais c'est que M. Bernard Boukma vient de le dire. Je pense que c'est des citoyens, c'est que dès que vous vous sentez que vous n'avez pas été dénombré, il est possible pour vous, parce que vous devez compter dans les politiques publiques. Chaque Burkinabé doit compter dans les politiques publiques. Vous devez appeler pour dire que, bon, vraiment, les agents recenseurs sont passés, le ménage était fermé, donc vous donnez les informations vous-même. En fait, vous n'êtes pas sûr des ménages, je vous l'assure. Justement, en fait, voilà, parce que moi, quand j'ai vu les chiffres, j'ai dit, mais attends, c'est quand est-ce qu'on est passé? Bon, c'est 20 millions sans vous. Voilà, j'ai dit, mais c'est quand ils sont passés? J'ai demandé. Bon, je dis, attends, ils sont passés quand? Non, ça veut dire que c'est 20 millions sans vous. Votre ménage a été identifié. Aujourd'hui, votre ménage a été identifié. On n'a pas pu venir vous dénombrer le jour que l'agent recenseur est passé. Sinon, votre ménage aujourd'hui, tous les ménages au Burkina Faso ont été identifiés. Et comme je le dis, si c'est les ménages, c'est parce que on peut passer par les ménages pour estimer la population, ou on passe dans les ménages, on a les nombres, et bon, parce que les ménages évoluent. Les ménages évoluent. Aujourd'hui, on a autour de 3 millions de ménages, donc 3 millions de ménages au Burkina Faso. Donc, quand on voit un peu qu'on est autour de 5,2 personnes par ménage, c'est des interpolations qui peuvent être faites. Mais comme je le dis, les agents recenseurs peuvent revenir, les ménages qu'on a identifiés formellement, qu'on n'a pas pu le faire, ils vont repasser pour pouvoir dénombrer ces populations. Ce qui fait qu'on dit que ce sont des résultats provisoires.
En fait, quand je me pose la question, c'est parce que hier, quand les bribes d'information ont commencé à sortir sur les réseaux sociaux, c'est la même question qui revient. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par où? Donc j'ai dit, donc je ne suis pas seul. En fait, quand je dis dans la zone, vous avez des concessions où c'est même écrit RGPH avec, vous savez qu'ils sont passés. Vous descendez un peu plus, après vous vous rendez compte qu'il n'y a personne. Vous regardez les concessions, il y a des personnes où il y a toujours quelqu'un qui est à la maison. Je dis, nous on n'a pas vu quelqu'un. Bon, il dit, bon, d'accord. Mais bref, comme ça va... Heureusement qu'on dit que c'est provisoire pour l'instant. Voilà, ils disent que c'est provisoire, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est dans ce RGPH-là, quelles sont les informations principales d'ailleurs qui sont demandées? Parce qu'on a l'impression qu'on se limite au pourcentage de la population par fourchette d'âge et puis ça s'arrête là. Non, il y a beaucoup d'informations. Quand vous regardez, on nous dit que nous sommes aujourd'hui avec les résultats préliminaires 20 millions et 487 979 habitants. On connaît en tout cas la photographie du Burkina Faso en 2019 en termes de nombre. Vous avez le nombre de femmes et d'hommes que vous connaissez. Donc les femmes représentent 51,7% de la population avec un rapport de masculinité de 93 hommes pour 100 femmes. Donc c'est-à-dire qu'au Burkina on a légèrement une prédominance féminine et ce qui est intéressant encore, ça donne la structure par âge de la population. Donc, et vous savez que les populations de 0 à 4 ans, c'est les populations cibles des vaccinations et l'État se prépare. C'est qu'en fonction du nombre d'enfants qui sont attendus de l'année, pour pouvoir vacciner les gens, et ça permet d'orienter les ressources de l'État pour affecter à différents segments de la population. Les populations de moins de 11 ans ou de 12 ans, c'est la population scolarisable au niveau du primaire, et les populations de moins de 15 ans, c'est les populations. Donc ça donne la répartition géographique également. Donc on connaît la population urbaine, on connaît la population rurale, on sait que la majorité de nos populations vivent en milieu rural. Donc, quand on regarde d'autres enquêtes, que le problème est la nécessité du recensement et que sur la base du recensement, toutes les opérations, toutes les enquêtes que nous devons faire là vont se baser sur ça. Ça nous donne des bases de sondage. Donc, il est important pour un pays d'avoir une base de sondage à un moment donné. Moi, je comprends clairement l'importance des statistiques et puis comment est-ce que ça peut inspirer beaucoup de choses et puis de voir mieux pour ce qui est de certaines politiques. Mais moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on a 2019 pour ce recensement général et puis toutes les comparaisons qu'on fait, c'est 2006. Est-ce que c'est une bonne référence? Quand on regarde le temps qui est passé, il faut une bonne fréquence pour avoir une bonne lecture des évolutions. Alors que quand vous partez jusqu'à 13 ans en arrière, je dis, bon, vous comparez une vie à une autre. Est-ce que c'est intéressant pour les statisticiens que vous êtes? Non, on peut dire que ce n'est pas intéressant, mais comme vous le savez, le recensement, c'est une opération qui est très coûteuse. Quand je dis très coûteux, ce n'est pas en ressources financières seulement, en ressources humaines, en ressources matérielles, et il faut une très bonne préparation. Et généralement, c'est que conventionnellement, c'est chaque 10 ans qu'on fait les opérations de recensement. Aujourd'hui, au Burkina, on est allé à 13 ans. Mais il faut féliciter le Burkina. C'est un exemple de pays qui fait régulièrement et qui est dans les délais de recensement. Ouais, on a vu, c'est que le recensement devait se tenir beaucoup plus en avant, mais on regarde un certain nombre d'éléments. C'est qu'on n'a pas pu vraiment faire le recensement, mais les statistiques qui sortent aujourd'hui, ça vient nous donner, comme je le dis, une base pour faire toutes les activités. On fait référence à 2006 parce qu'on n'avait pas de statistiques au niveau national qui nous donnent réellement la photographie. Mais comme je vous l'ai dit, en 2009, on a fait les projections démographiques. D'accord. Basées sur des hypothèses robustes et qui a permis d'avoir les populations entre 2006 et 2013. Donc quand vous regardez en 2015, on s'est basé sur les projections démographiques et pour conforter ou pour trianguliser l'information, on va regarder dans les institutions internationales qui sont très cotées dans les statistiques pour montrer, regarder, pour voir est-ce qu'il y a une différence entre projections et ces pays qui le font. On va voir que nous sommes toujours dans la même fourchette. Donc sur la base de ces actes, sur les bases de ces chiffres-là, on peut toujours planifier avec.
Oui, mais la projection, c'est toujours pas la réalité. C'est pour ça qu'on a ce recensement général qui est fait. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un plaidoyer à faire pour raccourcir les choses? Parce que je l'ai dit de façon très claire, parce que les politiques s'en inspirent. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, vous ne pouvez pas comparer deux vies différentes. Vous ne pouvez pas, je ne sais pas, vous ne pouvez pas déduire de vos avancées des réalités qui sont aux antipodes. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Est-ce qu'il ne faut pas raccourcir les choses? Est-ce qu'il ne faut pas faire ce plaidoyer-là pour qu'on ait des références qui permettent de dire, bon, écoutez, sur ça, on a des éléments de base. Parce que c'est à ça que servent les statistiques. C'est de dire, on était ici, sur ce chapitre-là, ainsi, et voilà comment est-ce que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, s'il faut aller jusqu'à 13 ans en arrière, je ne sais pas de quelle référence on parle. Ça, au moins, vous me suivez. Oui, bon, vous pouvez apercevoir, mais pour vous dire que les questions démographiques, c'est des questions de tendance lourde. Et qu'il y a une certaine inertie des variables démographiques. C'est-à-dire que c'est des données qui ne voulu pas très tôt dans des courts termes. Et quand vous regardez le recensement de 2006, on avait un taux de croissance démographique de 3,1. 13 ans après, on a un taux de croissance démographique de 2,93. Quand vous regardez, rien n'a beaucoup bougé. C'est en matière statistique, vous savez que ça c'est très fort. C'est important. Ah oui, c'est très fort. C'est important, mais c'est pour vous dire qu'il y a une certaine inertie des variables démographiques. Quand vous regardez le nombre moyen d'enfants par femme, de 93 jusqu'à aujourd'hui, les choses ne bougent pas comme les gens pouvaient le comparer. Donc, c'est-à-dire que ce que vous dites, on ne compare pas deux vies différentes, on ne compare pas en termes d'individus, les choses, les comportements sociaux, les comportements démographiques ne bougent pas trop en court terme. Mais je suis d'accord avec vous, si on a la possibilité d'avoir chaque 10 ans exactement des opérations de collecte de données régulières, ça sera la meilleure chose. Une des choses également est que nous devons avoir un état civil qui permet quand même chaque mois ou chaque trimestre d'avoir une photographie de la population. Mais ça incombe aussi bien à l'autorité et aux individus que nous sommes. Est-ce que moi, en tant qu'individu, au cours de l'année, quand je fais un mouvement d'état civil, est-ce que je passe me déclarer à l'autorité d'état civil pour me faire remarquer? S'il y a un enfant qui naît dans le foyer, vous savez qu'aujourd'hui, il y a combien d'enfants qui n'ont pas d'acte d'état civil? Parce que ces enfants-là ne sont pas connus par l'autorité. Et ça ne permet pas au bureau de statistiques d'avoir une lecture et au jour le jour ou par semaine. Quand vous regardez en France par semaine, on vous donne la population de la France par semaine. Donc, parce que c'est des pays où ils ont l'état civil très très robuste. Et chez nous, les naissances, quand même, les gens savent que les enfants vont aller à l'école. Mais pour les décès, mais quand quelqu'un meurt au Burkina, les gens n'ont pas le réflexe d'aller informer l'autorité d'état civil que dans mon ménage, il y a eu un décès. Quand quelqu'un part en migration, la seule chose, c'est d'avoir ses ressources pour partir. Il ne part pas à la mairie pour dire, monsieur le maire, ne me comptabilisez plus parmi mes citoyens parce que je quitte votre commune ou votre localité administrative. Donc, nous tous, nous devons faire des efforts pour que nous ayons un état civil, ce qui va nous éviter de mettre des milliards dans le recensement. Et ce que vous dites, je suis parfaitement d'accord avec vous. Si on fait le plaidoyer, on a à chaque 10 ans précis, on se prépare pour avoir le recensement. Et comme je le dis, c'est une opération très lourde en ressources humaines, en ressources financières, etc. Donc on ne peut pas se lever chaque 2 ans ou chaque 3 ans pour faire un dénombrement. Ça n'a pas de valeur ajoutée. Comme je le dis, en 2 ans, 3 ans, là, les choses ne évoluent pas démographiquement et statistiquement pertinent. D'accord. Chaque 10 ans, pour faire un recensement, 2006, on fait en 2021, en 2020, 2021 pour 2019. Voilà. 2019. C'est en 2019 que le RGPH a été. Finalement, c'est en 2021 qu'on aura la claire. Qu'on aura tout. Voilà, donc, c'est-à-dire s'il faut mettre encore 10 ans, ça va être en 2031, ou bien il faut tenir compte de 2019. Je ne sais plus dans quelle fourchette on est pour calculer. Non, il faut tenir compte de 2019. C'est parce que c'est en 2019 on a pu dénombrer l'ensemble ou le maximum de Burkinabés. Donc depuis c'est 2019. Donc depuis mais 2006, on n'a pas eu l'argent si ce n'est pas en 2019. C'est pas le problème d'argent, c'est pour préparer techniquement les ressources humaines. On a 10 ans pour faire un travail, monsieur. Oui, on a 10 ans pour faire un travail. Vous savez que quand on a voulu lancer le processus,
c'est que et les ressources financières, c'était vraiment un problème. Vous savez que l'État a mis plus de 10 milliards et les partenaires techniques et financiers ont mis le reste de l'argent. Et on sait pertinemment que les statistiques, c'est important pour la planification. Mais vous savez qu'on fait face à d'autres difficultés en tant qu'État qu'on arrive à résoudre au jour le jour. Et ce qui fait que ce n'est pas à tout moment où on a des ressources très disponibles pour faire le recensement. Comment vous avez fait le recensement dans les zones où on n'a même pas pu faire l'élection? Pardon? Donc, je pense qu'ils ont fait une cartographie. Il faut préciser qu'il ne fait pas partie de l'INSD. Oui, je ne fais pas partie de l'INSD et beaucoup plus, c'est les politiques. Quand les statistiques sortent comme ça, nous, on prend les résultats, on oriente l'autorité sur tous les résultats qui sont sortis. Et je pense que l'INSD serait mieux placé pour nous dire comment ils ont fait. Mais je sais qu'ils ont fait une cartographie et ils ont fait une cartographie aérienne pour pouvoir faire ces éléments, mais je ne connais pas la technique et comment ça fait. Ils ont fait une cartographie aérienne. D'accord, on va parler d'interprétation des résultats. 20 millions de Burkinabés, on ne sait pas véritablement si cela représente une opportunité en termes de développement ou bien une menace, parce que certains disent qu'un pays pauvre avec autant de population qui croît à un rythme important, comment de façon générale on peut interpréter ces chiffres-là? Donc 20 millions en termes de chiffres, ça n'a pas d'importance. C'est la structure de la population qui intéresse beaucoup plus les politiques. 20 millions, ça peut être un atout. 20 millions, ça peut être un handicap pour le développement du pays. 20 millions, c'est un atout si nous arrivons à canaliser l'énergie de tous ces 20 millions-là pour le développement, pour la croissance économique, c'est bon. Mais si, à contrario, si on n'arrive pas à canaliser toutes ces énergies-là, ça peut entraîner ce que nous avons vu ailleurs, des remous sociaux, des crises politiques, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous nous disons que nous devons travailler à transformer ces ressources humaines en capital humain. D'accord, parlons de structure, parce que quand on regarde la taille moyenne des ménages est de 5, quelque chose d'individus, cela démontre quand même qu'on n'est pas si pléthorique que cela, comme on tente de le faire croire par certaines personnes. Qu'est-ce que ça représente? Non, on n'est pas pléthorique. En 20 millions au niveau de Burkina, on n'est pas pléthorique, mais comme je le dis, c'est la structure de la population. La taille des ménages. Voilà, la taille des ménages. On a 5,2 personnes par ménage au Burkina. Les gens peuvent penser que c'est pas beaucoup, mais 5 personnes dans un ménage, ça dépend de l'occupation de ce ménage. Si vous avez 5 personnes dans le ménage et que c'est une seule personne qui travaille, c'est un problème pour le ménage de pouvoir dégager de l'épargne pour pouvoir investir. Et investir, c'est pas investir construire seulement, c'est l'investissement dans le capital humain, l'investissement dans les enfants, la santé des enfants, la nourriture des enfants. Et c'est ce qui peut expliquer l'avenir des enfants qui sont dans le ménage. Donc c'est ça qui est tellement important et non le nombre de ménages. Si vous êtes 5 dans le ménage et que tout le monde travaille, tout le monde arrive à provenir un revenu, c'est pas un problème. Maintenant, si vous êtes 5 dans le ménage et que c'est une seule personne qui arrive à travailler, qui arrive à provenir, c'est un ménage qui va rester plus ou moins dans le cercle vicieux de la pauvreté. Parce que, comme je le dis, c'est en fonction des capacités intrinsèques des personnes du ménage qui puissent améliorer la qualité de vie dans le ménage. Et si c'est une seule personne qui va prendre 5 personnes en charge dans le ménage, c'est sûr que par rapport à un autre ménage où ils sont 2 ou 3, et les 2 travaillent, c'est une seule personne qui ne travaille pas, la qualité dans le vie de ménage peut, toute chose égale par ailleurs, ne sera pas la même chose. Et on dit aussi qu'un ménage sur 6 est dirigé par une femme. Selon déjà l'interprétation faite par certains statisticiens, qu'est-ce que ça représente aussi? Parce que la femme aussi c'est un moteur de croissance, de développement, on va dire comme ça. Qu'est-ce qu'on peut donner comme lecture? Non, je pense qu'il n'y a pas d'interprétation particulière. On regarde comment les hommes et dans les ménages qui dirigent le ménage, si c'est une femme ou un homme, c'est tout. Et quand vous regardez dans les statistiques, les ménages dirigés par les femmes, la pauvreté sévit moins dans les ménages dirigés par les femmes que les ménages dirigés par les hommes. Ça, c'est une réalité. Mais maintenant, quand on regarde, comme je le dis, la structure, quand on prend de manière macro la structure de la population, quand vous avez un pays où 45,3% de la population a moins de 15 ans, vous avez que c'est une population, et nous avons fait, quand on devait faire le diagnostic du pays, du profil pays pour la capture des dividendes démographiques, nous avons vu qu'au Burkina, les individus restent dépendants jusqu'à 25 ans.
C'est-à-dire que de 0 jusqu'à 25 ans, la personne consomme plus que son revenu du travail. Et pour faire ça, il faut qu'on fasse des transferts. Et ces transferts, c'est quoi? C'est les parents qui font les transferts sur les déficits. C'est l'État qui fait les transferts sur les déficits. Donc, et si vous êtes en train de faire que des transferts sur une population jeune, vous n'avez pas d'épargne à faire. Et économiquement, si vous n'avez pas d'épargne, vous ne pouvez pas investir, parce que l'épargne égale à l'investissement. Et c'est l'investissement qui est le moteur de la croissance. Même dans nos familles, si vous n'arrivez pas à dégager une épargne, tout ce que vous gagnez, c'est pour la consommation du ménage. C'est que vous ne pouvez pas mettre de l'argent à côté. C'est pour cela que vous voyez souvent les gens courent quand c'est la rentrée pour prendre des prêts. Et les prêts sont des transferts, puisque c'est quelqu'un qui a déposé l'argent à côté et vous allez prendre pour venir investir, qu'il faut rembourser. Donc voici un peu la structure, que ce soit familiale, que ce soit au niveau du pays. Voici ce que ça présente comme une photographie. Il n'y a pas longtemps, on nous prêchait la question du dividende démographique. Oui. Et sur cette question-là, on nous a dit qu'il faut regarder la question des naissances, il faut regarder un certain nombre d'éléments, la structure des âges qu'on a. Et c'est comme ça qu'on pourra arriver à avoir un point qui soit excellent pour qu'on ait on soit dans une situation favorable pour booster notre développement. Quand on regarde la progression des choses aujourd'hui, est-ce que le Burkina, on y va de façon maîtrisée? Mais il y a des arrangements à faire encore. Si, c'est que quand on regarde, on dit que pour la capture du dividende monétaire, on veut le faire. La première des choses, c'est d'accélérer la transition démographique. D'arriver aujourd'hui, presque tous les pays sont arrivés à un taux de natalité et de mortalité élevé vers un taux de natalité et de mortalité très faible. Quand on regarde au niveau du Burkina, les efforts sont faits pour réduire les taux de mortalité. Quand on regarde en 1960, sur 1000 personnes au Burkina, il y avait 32 qui mouraient. Aujourd'hui, on est autour de 10 sur 1000 qui meurent. En 1960, le taux de natalité est autour de 52 pour 1000. Aujourd'hui, nous sommes autour de 33 pour 1000. Et quand vous regardez, c'est que la natalité et la mortalité baissent drastiquement, mais la natalité demeure élevée. En termes de nombre d'enfants par femme, on a quitté de 6,1 en 1960 et aujourd'hui nous sommes autour de 5,4. Quand vous regardez, donc, les gens n'ont pas beaucoup changé sur les 60 ans-là, leur comportement de procréation. Alors qu'avant, quand nos parents ou nos grands-parents mettaient au monde les enfants, il y avait des épidémies, il y avait la faim, beaucoup d'enfants mouraient. Donc ils faisaient le calcul, en faisant beaucoup d'enfants, la mort va venir enlever ce qui est à la mort et ce qui va rester, c'est pour moi. Mais aujourd'hui, les efforts sont faits et les enfants ne meurent plus comme avant. Avec les vaccinations, l'hygiène s'est améliorée et tout à fait, les enfants ne meurent plus. Donc si vous mettez au monde aujourd'hui 5 enfants, les 5 enfants vont demeurer. Et comme je l'ai dit, c'est un investissement que vous devez faire dans les 5 enfants. C'est ça. Et on connaît nos capacités réelles à investir dans ces enfants-là. Donc sinon, nous sommes sur la trajectoire de la transition démographique pour la capture, mais la transition de la fécondité est très lente. C'est pour cela que les politiques publiques travaillent à accélérer cette transition démographique. D'accord. Alors, quand je regarde la structure de la population, de 0 à 14 ans, on a 45,3%, de 15 à 64 ans, on a 51,3%. Il y a quand c'est comme ça, ça fait appel à des défis, à des définitions de politiques qui vont avec. Pour vous, l'essentiel de ces politiques-là doivent être axées sur quoi? Non, l'essentiel, quand on regarde ça, il faut analyser les chiffres. Pourquoi les gens ont encore besoin d'enfants au Burkina? Malgré toute l'information que nous donne, on dit que l'enfance c'est un investissement. On a fait en 2010, on a fait une étude pour voir la taille moyenne, la taille optimale que les individus et les couples veulent. Et quand on regarde, on a dit que globalement, les gens ont encore un besoin d'enfants, surtout en milieu rural. Qu'est-ce qui explique en milieu rural? Parce que les gens considèrent toujours les enfants comme des facteurs de production. C'est économique, mais comme des individus qui peuvent contribuer, aider les familles à produire. Donc, dans l'agriculture. Donc, il faut que nous nous interrogions comment nous travaillons à assainir l'agriculture. C'est-à-dire que donc il faut travailler beaucoup plus à mécaniser l'agriculture pour qu'on n'ait pas beaucoup besoin d'enfants pour travailler dans l'agriculture. Donc ça, c'est en termes de politique publique. C'est que monsieur Boukouma dit, on a les 0-15 ans, on a la population de moins de 15 ans
qui est 45,3%, et vous avez vu les populations de 60 ans et plus, là, on est autour de 3,4%. Et c'est pas bon dans un pays, c'est-à-dire que nous mourons très tôt, ce qui explique que l'espérance de vie est à 60 ans aujourd'hui. Donc, au regard des conditions sanitaires, les conditions économiques et tout, si vous avez atteint 60 ans et vous mourrez, en principe, on devrait avoir une autopsie verbale au niveau de l'hôpital pour regarder pourquoi vous êtes, parce que vous avez atteint votre limite d'âge. Donc il y a des gens qui ont atteint 65 ans et plus là, qui sont en train de consommer les bonus au regard de ce truc. Mais en termes de politique, nous devons, comme je le dis, si nous voulons avoir une population de qualité pour contribuer à créer de la richesse, à créer de l'économie au niveau du pays, nous devons travailler à investir davantage dans ces populations. Mais pour investir, vous savez qu'il y a un arbitrage qu'il faut faire entre la quantité et la qualité. Donc il faut en amont que nous réduisions la quantité pour améliorer la qualité. Donc c'est la même chose pour les individus. C'est trop technique ce que vous dites là. Non. Quelle quantité et quelle qualité? Non, c'est-à-dire que si nous voulons avoir une population de qualité, une population qui a en mesure de réfléchir, de concevoir pour le développement, pour son avenir, nous devons réduire en quelque sorte le nombre d'enfants pour avoir suffisamment de ressources, pour que le peu que nous avons là, pour que nous puissions investir, on les donne une bonne santé, on les éduque. Ils sont déjà là, ces enfants. Oui, ils sont déjà là. C'est pourquoi je dis, parce que le défi, il est grand. Oui. Il est déjà là. En même temps qu'on prêche qu'il faut réduire, il y a une urgence aussi à gérer. Oui, cette urgence-là, moi je pense que... Et comme vous savez que la vue d'une nation, c'est qu'il faut regarder à long terme. Nous travaillons aujourd'hui, on dit, les enfants qui sont déjà nés, sont nés, on ne peut plus rien faire. Et aujourd'hui, il faut travailler à leur éduquer, assurer la santé et à leur donner un travail. Monsieur Bamala, est-ce que vous n'analysez pas sous un prisme occidental qui donne à penser effectivement que trop d'enfants, c'est beaucoup de charges? Est-ce qu'à contrario, beaucoup de population assez forte, c'est pas aussi un marché en termes économiques et tout, parce qu'on prend l'exemple de la Chine. Voilà, aujourd'hui, elle représente un marché à elle-même sans avoir besoin forcément des autres. Et est-ce que ce n'est pas dans cette dynamique-là qu'il faut aussi regarder les choses? Non, vous savez, dans aucun pays ne s'est développé sur le nombre absolu de sa population. Et quand nous disons que la Chine c'est un marché, la Chine c'est un marché. Mais au Burkina, en Chine, on a une société de consommation. Mais au Burkina, nous n'avons pas de société de consommation. C'est une société de consommateurs. Nous avons que des gens qui veulent manger et puis dormir. Et là-bas, quand vous créez un bien aujourd'hui en Chine, mais il y a la population qui est prête à payer. Mais vous créez un bien au Burkina, combien de personnes pourront payer? Donc on a une population qui n'est pas une société de consommation, mais des consommateurs. C'est des gens qui veulent se nourrir, manger et puis aller dormir. C'est ça qui est l'essentiel. Alors que quand vous regardez la Chine, si vous connaissez l'histoire démographique de la Chine, en 1979, et je peux dire le Parlement chinois a pris la loi, la politique de l'enfant unique, parce qu'ils ont vu que les trajectoires démographiques ne les permettaient pas de prendre en charge les cohortes de populations qui venaient. Et ils ont pris la politique de l'enfant unique, mais une politique différenciée. On a en Chine, la majorité de la population, c'est la Hans. Et les autres, là, on dit, bon, pour les Hans, pour chaque couple, vous avez un enfant. Pour les autres, vous pouvez faire 2 enfants. C'est-à-dire que les Ouïghours, les populations minoritaires, vous pouvez faire, ils n'ont pas fait. Ce n'est pas très drastique pour tout le monde, pour ne pas que ces populations-là aussi disparaissent. Parce qu'aujourd'hui, dans un pays, si le nombre moyen d'enfants n'atteint pas 2, la population à long terme peut disparaître. Donc il faut que la taille moyenne de la population pour le renouvellement de la génération, il faut 2,1. 2,1 pourquoi? Parce que il faut que dans les 2 descendants là, il y ait au moins une fille pour remplacer sa maman. Alors que dans nos maternités, on a beaucoup de garçons qui naissent que des femmes. Donc c'est des probabilités. Donc pour pouvoir la chance d'avoir une femme, on a 105 garçons qui naissent pour 100 filles. Alors que quand vous regardez les statistiques du LNSD actuellement, la tendance est inversée. On a
on a 93 hommes pour 100 femmes. Alors qu'à la naissance, au Burkina, globalement nos statistiques, on a 103 garçons qui naissent pour 100 filles. Donc voici l'histoire démographique de la Chine. C'est ça qui a permis à la Chine de transformer la structure de sa population. On a eu une jeunesse importante dans la population chinoise. Et avec les politiques publiques qui ont accompagné cette jeunesse-là, les Chinois ont envoyé les plus intellectuels dans les plus grandes universités du monde, qui sont devenus des ingénieurs. Et c'est tout ça là avec le credo de retourner en Chine pour contribuer au développement de la Chine. C'est ça qui a fait, ça qui a transformé la Chine que nous regardons aujourd'hui. Sinon, c'est pas la population absolue de la Chine. Vous avez vu le Nigeria à côté. Le Nigeria, c'est le cinquième pays le plus peuplé au monde, mais qui n'a pas le développement de la Chine. Par exemple, quand vous regardez Singapour, ils sont rien, mais voici les pays qui vont organiser la Coupe du Monde. Mais nos pays où on a plus de 20 millions d'habitants, nous ne sommes pas capables d'organiser une Coupe du Monde. Mais pourtant le Nigeria aussi c'est la première ou bien l'une des premières puissances africaines. Il s'étalonne avec l'Afrique du Sud qui a plus de 50 millions aussi d'habitants. Ça veut dire quoi? Je pense que c'est l'argumentaire aussi du président, c'est que le nombre n'est pas forcément à voir en termes de faiblesse, parce qu'on a aussi cette façon de voir qui est celle occidentale qui fait de choses comme on appelle de l'explosion démographique africaine, quoi qu'on dise, un danger pour eux. Ça, il faut le voir comme ça. Mais quand quelqu'un naît, il naît avec une bouche, mais avec 2 bras. Donc, une force de production. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de moyens de produire que de manger. Si on veut regarder au nombre, c'est-à-dire qu'il y a une bouche, il y a 2 bras. Je vais dire cela pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup aussi de libres penseurs, d'économistes qui soutiennent aussi une façon de voir les choses. Le problème n'est pas le nombre, mais c'est de donner à ce nombre-là une éducation, donner à ce nombre-là un certain nombre d'éléments qui fait de lui plutôt une force décuplée. Je pense que c'est peut-être là aussi qu'il faut mener quelquefois le débat, et puis peut-être ne pas regarder forcément dans les prismes qu'on prend ailleurs, où ils sont dans des situations, ils ont des populations vieillissantes avec un certain nombre d'éléments qu'ils ont appliqués depuis fort longtemps, et où ils tentent aussi d'inverser par moments chez eux la tendance. Donc je veux dire que, est-ce qu'il faut toujours voir la chose comme ça? Est-ce que le problème n'est pas posé autrement? Et ça, je pense que c'est un débat qui est mené et dont il faut prendre compte. Non, je pense que le débat dont vous parlez, c'est mené depuis longtemps. Depuis que l'homme est apparu sur la Terre, là, il y a eu toujours ce débat entre le nombre de la population et la possibilité que la Terre a à créer de la richesse. Et si vous reparlez de Malthus, en parlant par Esther Boserus, tout ça là, c'est des débats qui sont posés et qui sont toujours posés. Mais quoi qu'on le dise, c'est comme je le dis, c'est que pour que quelqu'un qui est né avec une bouche et 2 bras, si je fais l'analyse dont vous parlez, pour que les 2 bras là puissent travailler là, il faut que vous investissiez sur lui donner une certaine capacité. La Banque mondiale a fait sortir un indice qu'on appelle l'indice du capital humain. Et l'indice au Burkina, cet indice est de 0,38. Quoique sur la question du calcul de cet indice-là, il y a beaucoup qui posent un certain nombre de problèmes. C'est qu'on a nos réalités africaines qui ne prennent pas en compte un certain nombre de on prend en compte les réalités africaines. Parce que c'est-à-dire que quoi? On vous donne votre espérance de vie scolaire. Dès qu'on vous met à l'école là, quel est le nombre d'années que vous passez à l'école? Le nombre moyen d'années que vous allez passer à l'école. On regarde les retards de croissance des enfants, qui est lié à l'alimentation. Et vous savez que l'alimentation équilibrée, c'est un élément important pour l'avenir de l'enfant. Un enfant qui est malnutri, ça va jouer sur sa capacité cognitive à apprendre à l'école. Un enfant qui est en mauvaise santé, ça va jouer sur sa capacité à 18 ans d'être un acteur productif. Donc, tous ces éléments mis ensemble, l'espérance de vie à la naissance, donc tous ces éléments que l'on met ensemble, c'est des statistiques que nous calculons au niveau du Burkina. C'est la réalité du Burkina. Et comme vous le dites, quand nous avons une population qui croît très rapidement, l'incidence est qu'on a beaucoup d'enfants qu'il faut vraiment investir. Et on connaît aujourd'hui notre capacité intrinsèque à produire et notre capacité à collecter des ressources pour pouvoir investir dans ces individus. Donc, d'une chose et d'autre là, il faut que nous travaillions à avoir une population de qualité. Et comme je le dis, pour avoir une population de qualité, il faut en amont réduire la quantité.
Malheureusement, c'est vrai que le débat est intéressant, mais on va devoir rendre l'antenne. Le temps passe très vite. Merci en tout cas d'être passé. Nous entretenir aussi donc ces résultats provisoires du RGPH. On espère que vous allez effectivement faire une bonne analyse donc à l'attention du décideur, et on espère vous retrouver bientôt pour une analyse sectorielle, va-t-on dire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci au juge. Merci. Nous étions avec Monsieur Gustave Bambara, directeur des politiques de population au niveau donc de la Direction générale de l'économie et de la planification. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. On vous retrouve demain pour d'autres sujets d'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.